On va parler de colza, effectivement, qui est une culture qui est fortement remise en cause ces derniers temps, depuis 2-3 ans en particulier. Et cette remise en cause est fortement liée au souci que l'on a tous à le mettre en place, quoi. Donc effectivement, l'implantation est une phase capitale pour la culture du colza, en particulier dans certains contextes pédoclimatiques, je pense au sol argileux, je pense au climat tempéré, où les phénomènes de compensation peuvent exister en sol plus léger et ou en climat océanique n'existent pas vraiment, quoi. Donc, réussir l'interculture est absolument déterminant. Alors, on va parler de ces enjeux d'implantation réussie, les bénéfices que l'on a à attendre d'un colza robuste. Oui, ce colza doit être robuste du début à la fin. Et vous voyez, aujourd'hui, on doit être le 28 mai. Eh bien, on voit les colzas qu'on a pu qualifier de robustes dès le départ, c'est-à-dire au 25 août. On en voit tout l'intérêt aujourd'hui, quoi. Et je vous présenterai donc pas mal de résultats qui proviennent de parcelles agricoles de la campagne 2019-2020. Et bien sûr, on va parler des clés pour adapter les techniques au contexte, et donc réussir cette implantation. Alors, les enjeux. Alors, le problème, vous le connaissez tous, le climat en août, il est sec. Peu de pluie, chaud, depuis 2-3 ans en particulier, quoi. Ensuite, au colza, on a des problèmes, quoi. Il y a 20 ans ou 15 ans, on avait des problèmes d'adventice. C'est en partie réglé, je dirais, grâce à des techniques agronomiques, mais aussi grâce à la chimie. Aujourd'hui, on a des problèmes d'énormes problèmes d'insectes à l'automne, avec des contextes de résistance qui sont avérés. Bon, je vais vous citer Lyon, tout le monde le sait, quoi. Et on a une stagnation des rendements, et même, je pourrais même dire, une baisse des rendements. Dans certaines régions historiques de culture du colza, effectivement, les rendements baissent depuis 20 ans, quoi, malgré un progrès génétique d'actualité, quoi. Voilà. Donc, il y a des pratiques qui sont adaptées, d'autres moins. Il y a des pratiques qui vont nous permettre de mettre en place des colzas robustes. C'est pas simple, toujours, quoi. Et bizarrement, et ça, je reprends des dires d'agriculteurs qui me disent, on vous le verrez tout au long de ce diaporama, quoi, mais quand notre colza est mis en place et réussi, quand il est levé, donc, fin août, 1er septembre, qu'est-ce qu'on est tranquille après, quoi. Et ils ont tout à fait raison, parce que le colza, on peut en faire une culture simple, bien sûr, mais qui mérite toute notre attention, et je dirais pratiquement tout au long du cycle, parce que le rôle de l'agriculteur, bien sûr, va être important jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je vous présenterai quelques résultats acquis ces derniers jours, quoi. Et vous verrez que l'état de ces résultats, les bénéfices qu'on peut en attendre avec des premières composantes de rendement, sont complètement liés à l'action de l'agriculteur. Et vous allez me dire, ah oui, mais la météo. Eh bien, la météo, faut jouer avec, quoi, parce que la météo, on va pas la changer, quoi. Donc, l'agriculteur, effectivement, pour la culture du colza, doit être réactif, opportuniste, anticipé, etc., quoi. Voilà, donc vous voyez le cumul des pluies, la carte du haut, en haut à droite, le cumul des pluies de cette campagne du 1-8, donc du 1er août au 31 août, et on voit bien cette zone marron-orange dans le centre de la France, d'est en ouest, quoi. C'est toute une zone de production de colza, par peut-être par le sud de cette zone. Eh bien, ça part du Poitou-Charentes, ça va jusqu'en Bourgogne, voire plus loin, quoi. Mais toute cette zone, effectivement, cette campagne, mais aussi les campagnes précédentes, est confrontée à de faibles pluies, tout simplement, quoi. Alors, évidemment, on peut se dire, ouais, 25-30 mm, ça suffit pour faire lever du colza, si ça tombe en une fois, bien entendu, voire en 2 fois. Mais quand ça tombe en 7-8 fois, comme ça a été le cas sur certaines exploitations, dans certains coins du Berry, par exemple, en 2019, et bien évidemment, il n'est pas simple de réussir du colza, quoi. Donc, il va falloir être hyper réactif pour semer autant que possible avant ces pluies. Ensuite, vous voyez les cartes de résistance aux grosses altises. Ça, je pense, c'était connu de tous. Des résistances fortes en est, centre-est, et qui ont, je pense, tendance à évoluer vers le centre-ouest. Donc, le colza, effectivement, c'est une plante qui est soumise à beaucoup d'agressions. Et aujourd'hui, malheureusement, la chimie ne répond pas totalement à nos attentes en termes de contrôle, quoi, puisque on nous parle de résistance, par exemple, quoi. Alors, les principales phases de croissance, bon, ça, pareil, c'est connu, quoi, mais c'est essentiel. Le colza
à plusieurs phases de croissance, quoi. Et la première qui est essentielle, c'est une phase de croissance lente jusqu'à 4 feuilles, 400 degrés jour, base 0, quoi. Donc cette phase, il faut qu'elle soit la plus rapide possible. Pourquoi? Parce qu'il est hyper sensible, il est très vulnérable, quoi. Donc cette phase de croissance lente, il va devoir la passer seul, il va devoir la passer seul sur la parcelle, bien entendu, quoi, et être agressé le moins possible, quoi. Donc il faut qu'elle soit rapide. 400 degrés jour, voilà. À 400 degrés jour en octobre, hein, avec une levée au 1er octobre, c'est 4 feuilles, c'est 4 feuilles au 15 novembre parfois, quoi. Alors qu'une levée au 25 août, évidemment, au 20 septembre, vous êtes à 4 feuilles. Cette phase de croissance lente, donc, est suivie par une phase de croissance rapide où il fait 70-75 degrés jour par feuille. Et là, le colza est parti dans une croissance de dynamique. Pourquoi? Parce qu'il a des capteurs, hein, tout simplement, c'est-à-dire des surfaces foliaires qui augmentent. Il a un pivot qui continue de progresser et des racines secondaires, qui sont des organes d'absorption, qui vont, bien sûr, capter les éléments dont il a besoin dans le sol, l'eau, les éléments minéraux, etc. Ensuite, repos végétatif. Et ensuite, on a de nouveau des phases essentielles. Il faut savoir que le colza fait 80% de sa surface aérienne, 75-80% au printemps, après la reprise de végétation, quoi, mais 75-80% de sa biomasse racinaire avant la sortie d'hiver. Faut pas se tromper, quoi. C'est-à-dire qu'on va parler de gros colza. Non, moi je vais parler de colza de croissance régulière. Pas obligatoirement de colza monstrueux en termes de biomasse, quoi. Sachant que cette croissance dynamique, rapide, forte, il doit la faire à partir de la reprise de végétation, quoi. Voilà. Et donc là, il va mettre en place des capteurs qui vont devoir durer le plus longtemps possible pour, bien sûr, nourrir les siliques autant que possible jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et bien sûr, faire des siliques saines. Voilà. Donc, vous voyez, tout est lié. On parle beaucoup de croissance, on va en parler jusqu'au bout de la croissance parce que c'est déterminant, quoi. Et cette croissance doit être active, sans excès, mais active, régulière, tout au long du cycle. Donc, en gros, de la levée, du stade 4-5 feuilles, plutôt, on va dire même, jusqu'à G4, pratiquement. G4 étant la phase où le colza absorbait le plus d'azote. On est en fin de phase G4, par exemple, en ce moment. Donc, les bénéfices d'un colza robuste. Ben, vous voyez, ce sont des photos qui ont été faites au même endroit jusqu'à l'entrée de l'hiver, donc dans un rectangle de 3-4 mètres carrés, quoi. Donc c'est un colza qui est semence mi-direct, photo du haut à gauche, quoi, semoir équipé de chasse-paille, un semoir à disque, avec une levée le 27,08. Donc vous voyez, quand vous avez ça, déjà, c'est déjà assez rassurant, je dirais, surtout dans le milieu où ça se trouve, vous voyez, on a des obstacles, de la paille, des cailloux, etc., quoi. Et là, vous voyez, ce colza, il a 3 feuilles le 11 septembre. Bon, il n'a pas fait une croissance énorme, hein. Il est loin de couvrir l'interrang, quoi. On est sur les semis à 34 cm d'écartement. Mais on note tout de suite déjà un premier élément de croissance active, puisque vous voyez, 3 semaines après, hein, même pas, oui, c'est ça, 3 petites semaines après, 1er octobre, ce colza a déjà bien progressé, quoi. Il est passé de 3 à 5 feuilles, il a bien progressé. Et surtout, quand on parle de croissance active, regardez la photo du haut à droite, au 7 octobre, il couvre le rang. C'est ça la croissance active, quoi. Et cette croissance active se poursuit, puisque vous voyez que le 6 novembre, eh bien, on voit plus un brin de terre, quoi. En plus, bon, c'est un colza associé, ce qui est bien, en l'occurrence, là. Mais donc, c'est ce qu'on appelle la croissance active, avec des premières feuilles qui commencent à se dégrader, hein. C'est pas un manque d'azote, c'est tout simplement la sénescence des premières feuilles, qui sont des feuilles qui durent 450 degrés jour, à peu près, quoi. Voilà, et ensuite, vous voyez, le 10 décembre, eh bien, le 10 décembre, on a des couverts qui se dégradent également, ce sont, en l'occurrence, West-Trèfle, mais du colza qui est bien vert pour les feuilles restantes, hein. Bien vert, c'est-à-dire qu'il a un bon statut azoté, ne serait-ce que visuel, bien sûr, on peut matérialiser ça par des valeurs en faisant des analyses. Alors tout ça, c'est grâce à quoi? Ben, c'est grâce à la levée, tout simplement, ce 27 août, quoi. Et aussi à son pivot, vous voyez, le 6 novembre, on avait un pivot déjà de 15 cm, avec des racines secondaires déjà de qualité, quoi. C'est essentiel. Alors vous allez me dire, elles sont horizontales, peu importe. Elles sont présentes, quoi. Et le pivot descend, ça veut dire que si elles sont horizontales et que le pivot descend, le pivot descendant, l'obstacle, il n'est pas structure de sol. L'obstacle peut être une motte, peut être un caillou, sûrement dans ce type de sol, quoi. Mais ces racines vont explorer de façon verticale et horizontale, et c'est tant mieux pour la culture, quoi. Donc voilà, c'est ça l'exemple de colza robuste, au moins pour ce qui est la phase automnale. Alors, les bénéfices, rapidement, éviter les dégâts d'insectes adultes, bien entendu. Là, vous voyez, ça, c'est ce graphe, c'est des données collectées donc en Normandie, Île-de-France, hein.
Et vous voyez, regardez simplement les deux extrêmes, avec une levée 26 août, une levée après le 10 septembre. Regardez les rectangles vert foncé et les rectangles rouges qui s'inversent. Eh bien oui, au 26 août, on a pratiquement 40% de plantes sans dégâts et simplement 5% de plantes qui présentent des dégâts importants, ce qui est exactement l'inverse avec des levées au-delà du 10 septembre. Donc, même dans cette région, Île-de-France-Normandie, on a tout intérêt à avoir des colzas qui lèvent avant le 31 août, puisque ensuite, la quantité de plantes présentant des dégâts importants, voire moyens, représente plus de la moitié du peuplement végétal, quoi. Voilà. Donc, même dans ce cas, levé avant le 31 août. Ensuite, vous voyez les captures d'altise. Bon, ça, c'est important également. Et tout à l'heure, je vous parlais du stade 4 feuilles au 20-25 septembre. Vous voyez la semaine 39 qui doit correspondre à cette date du 20-25 septembre, quoi. Oui, c'est ça exactement. Eh bien, tous les ans, et ça depuis longtemps, les vols de grosses altises significatifs arrivent à peu près à cette date-là, quoi. Alors, imaginez un colza au stade 2 feuilles ou une feuille au 25 septembre. Il va se prendre effectivement toutes ces altises adultes, hein. Et ensuite, les premiers vols de charançon qui vont arriver autour du 10 octobre, sans être dans une phase de croissance dynamique, quoi. Donc c'est une plante qui devient très très vulnérable et qui va nécessiter des interventions aux résultats aléatoires, bien entendu. Ensuite, quelques bénéfices encore attendus. Là, vous voyez, atténuation des dégâts de l'arbre d'altise. Bien sûr, tout ça c'est lié une nouvelle fois à la cinétique de croissance. Là, ce sont des points qui ont été collectés, des observations qui ont été collectées dans le Berry, toujours, hein, dans des parcelles d'agriculteurs. Et on voit bien que dès lors que notre colza a atteint 1500 grammes de biomasse verte aérienne à l'entrée de l'hiver, 1er décembre, admettons, eh bien, on a une forte probabilité, très forte probabilité, d'être au-delà de 90% de plantes saines, qui est la valeur, on va dire, à retenir pour que ces insectes n'aient aucun impact sur le rendement. Voilà. On a tendance à dire 85-90%. Si on veut être très rigoureux, on va dire 90%, quoi. Et là, on est tranquille. Mais pour ça, effectivement, il nous faut des colzas qui poussent. Alors, on va en reparler de cette croissance, hein. Mais retenez cette valeur de 1500 grammes qui est quand même intéressante à l'entrée de l'hiver, quel que soit le type de milieu, bien entendu. Donc, vous voyez quelques photos, là, en particulier la photo du bas avec les larves d'altise au niveau du collet, du cœur de la plante. Là, effectivement, ce colza-là va avoir du mal à s'en remettre et n'aura sûrement pas de tige principale. Là, maintenant, regardez les bénéfices d'un colza robuste également, c'est l'atténuation du développement des adventices. Alors là, ce sont des données qui proviennent d'essais, hein, donc toujours pareil, mis dans le Berry, mais ça, on le voit un peu partout ailleurs, hein, qui montrent bien l'aspect concurrence du colza vis-à-vis des adventices. Là, bon, ce sont des colzas plus légumineuses ou du colza seul, les points orange, mais on s'aperçoit donc que le taux de couverture des adventices pour des populations allant de 35-40 à 60 dicotes par mètre carré, ces dicotes étant du géranium, du électron et un tout petit peu de gallier, eh bien, ces adventices sont fortement concurrencés, donc matérialisés par le taux de couverture, dès lors que notre colza a atteint également 1500 grammes de biomasse verte par mètre carré. Donc ça, c'est un premier objectif, hein, avoir un colza qui fasse 1500 grammes de biomasse verte à l'entrée d'hiver, au moins. Alors, les clés pour une implantation réussie. Bon, on va revenir à la phase estivale, donc. Hein. Alors, il est plus facile de mettre en place un colza derrière une orge d'hiver qu'une orge de printemps, déjà. Donc, la précocité de récolte est importante. Évidemment, pour les agriculteurs qui ont des marchés orge de printemps intéressants ou qui veulent mettre de l'orge de printemps dans leur rotation, faire du colza après, il va falloir trouver des solutions. Et quand vous récoltez une orge de printemps le 2 août, il n'est pas facile de semer du colza le 3, ou alors vous êtes en semis direct. Mais si vous devez labourer dans un sol argileux, évidemment, déjà la situation, d'une certaine façon, est fortement compromise. Donc récolte précoce, c'est mieux. Donc évidemment, l'orge d'hiver est un bon précédent à colza. C'est évident. Le poids d'hiver aussi, quoi. Blé tendre, oui, tout à fait acceptable. Les récoltes n'étant pas trop tardives selon l'endroit où on se trouve en France. Faible volume de résidus. Évidemment, il est plus facile de gérer 3-4 tonnes de résidus que 6 à 7 tonnes, c'est clair, quoi. En particulier si on en travaille ou en travail superficiel. Et il nous faut de la disponibilité d'azote à la récolte. Pourquoi? Parce que votre colza, dès le stade 4 feuilles, il va avoir besoin d'azote pour faire sa croissance. Donc là, je vais parler d'azote disponible reliquat, mais aussi de fertilité du sol.
bien sûr, un sol qui va être capable de fournir des éléments minéraux à la culture tant que celle-ci est dans une phase météorologique qui lui permet de faire de la croissance, quoi. Voilà. C'est-à-dire que votre colza, il doit trouver de l'azote. Il doit trouver des éléments minéraux jusqu'à l'entrée d'hiver au moins, quoi, pour avoir un statut azoté de qualité. Alors les précédents favorables, l'orge d'hiver, oui, les blés durs, bien sûr, les pois de conserve, les pois d'hiver, toutes ces plantes qui ramènent, qui laissent de l'azote au sol, quoi, et ou qui ont des récoltes précoces. Précédents défavorables, évidemment, les cultures à récolte plus tardive, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les éliminer, mais évidemment, il faudra mettre en place des stratégies totalement adaptées. Alors, optimiser le travail du sol. Alors, le travail du sol, c'est quoi son rôle? Bon, c'est de faire de la structure déjà, quoi. Alors déjà, quand on me dit, ouais, je fais mon travail du sol pour faire de la structure, je vais avoir tendance à dire, mais écoute, est-ce que c'est avant le colza qu'il faut y penser, quoi, hein? Non, il aurait fallu y penser un peu avant, quoi. Pourquoi? Surtout si on est dans un sol argileux. Et là, on va bien considérer les sols argileux, plus de 20-22% d'argile, au sol non argileux, donc bien entendu les sols légers, sableux et sableux limoneux, quoi. Et dans ces sols-là, évidemment, c'est plus simple, quoi. Et on a déjà vu, on voit même tous les ans des agriculteurs qui labourent ou qui font du travail profond, qui sèment derrière, et ça marche pratiquement tout le temps, quoi. Ce n'est pas le cas dans un sol argileux. Donc, refaire de la structure, c'est certain. Gérer les pailles et les repousses du précédent. Ben oui, mais quand on gère les repousses du précédent, on peut faciliter la levée de nouvelles repousses, ce qui repousse le problème, et perturber les ravageurs. Mais ce travail du sol provoque des effets antagonistes aussi, quoi. Évidemment, on peut gérer les repousses d'orge, et ça on l'a connu maintes et maintes fois. On fait lever des repousses d'orge, très bien, on les dégrade. Si on les dégrade mécaniquement, on assèche un peu plus le terrain. Mais surtout, on va lever la dormance de graines de dicote, et je pense au géranium en particulier, qui a longtemps été un problème majeur, ou même comme les altises le sont aujourd'hui, quoi. Et pourtant, ce géranium, donc on lève la dormance, et il va lever quand? Comme le colza. C'est bien le problème, quoi. S'il levait derrière le travail, ça serait génial, mais c'est pas le cas. Voilà, donc, vous voyez, assèchement du sol, on augmente la sensibilité à la battance dans les sols légers, on lève la dormance d'adventice, on facilite la germination, et ensuite, on crée des mottes. Bon, créer des mottes en soi, c'est pas très grave si on a suffisamment de terre fine. Mais si on a que des petites mottes comme la photo du milieu, là, ça c'est pas brillant, quoi. C'est pas brillant du tout parce que vous n'avez pas de terre fine, quoi. Et on crée des vides. Et le colza déteste les sols soufflés. Le colza aime bien les sols rappuyés, fermes. Et pas les sols soufflés, quoi. Voilà, donc c'est une plante un peu capricieuse, mais c'est comme ça. Et vous voyez la photo de extrême gauche, un peu caricaturale, hein, je l'ai prise au mois de mars dans une zone qu'on appelle couramment Bois-Chaud Sud, hein, Bois-Chaud Nord, pardon, ce sont des limons sableux de très bonne qualité, quoi. Avec 300 mm de décembre à février, c'est un étang pratiquement pendant tout l'hiver, quoi. Pourquoi? Labour rotative. Voilà. Donc on crée des ruptures de porosité avec les passages de rotative, avec l'aspect de labour, des excès de terre fine, tout ça se reprend en masse et ce sol ne draine plus. Donc le colza, évidemment, déteste l'hydromorphie. Alors, optimiser le travail du sol, pourquoi? Pour une structure poreuse sur 0,20. Alors, pareil, sur un sol argileux, refaire de la structure à 20 cm. Évidemment, si vous êtes derrière une orge d'hiver, que vous refaites de la structure au 20 juin, comme ça peut se produire cette année, tant mieux. Si vous êtes derrière une orge de printemps, que vous devez refaire de la structure au 25 juillet, la situation est compromise avec les étés que l'on connaît depuis quelques temps. Donc tout ça, ça s'anticipe. Et aux agriculteurs qui font de l'orge de printemps ou des cultures de printemps, mais même des cultures d'hiver, je leur dirais, mais écoutez, jetez un œil à votre structure avant de mettre en place, avant de réfléchir à la mise en place de votre céréales d'hiver ou de pois ou autre chose, quoi. Et si vous devez restructurer, faites-le à ce moment-là. Évidemment, ça peut être reperturbé par la suite, mais quand même, on a de fortes chances que cet état structural reste de qualité. Et là, j'allais même plus loin. Porosité biologique de qualité, quoi. Beaucoup de racines, des vers de terre, d'une vie du sol qui marche, qui fonctionne bien, quoi. Et là, c'est quand même un gage de sécurité et pour faire un travail soit très superficiel, soit pas de travail. Donc, l'état de la parcelle, pardon? Gilles, excuse-moi, tu dois avoir des papiers ou un crayon, un stylo, quelque chose près du micro et ça fait un bruit de fond. C'est moi qui bouge l'écran, ouais, excusez-moi. Donc, si tu peux faire attention, merci. Merci. Donc, on a un sol non tassé sur 0,20. Très bien, aucun travail nécessaire. Évidemment. Certains peuvent travailler quand même s'ils n'ont pas les outils adaptés, quoi. Sol tassé sur 0,10, mais on travaille sur 0,10.
Mais ça, il faut le savoir, quoi. Si le sol est non tassé sur 0,10, on va pas les passer un coup de décompacteur ou un coup de chisel à 15 cm au risque de ramener des mottes fraîches en surface qui peineront à se remettre en forme. Évidemment, quand le sol est tassé sur 0,20 ou 10,20, c'est plus compliqué et là, on va être obligé de fragmenter, quoi. Pas de gêne des résidus. Ça, c'est l'objectif, un objectif essentiel également, quoi. Si les résidus sont peu abondants ou semoirs adaptés, je pense aux chasses débris, je pense à un semoir à dents, évidemment, on peut continuer à faire du long travail. Si on a des résidus ou un travail très superficiel. Hein. Par contre, si les résidus sont abondants et ou semoirs inadaptés, bien là, il va falloir enfouir parce qu'on n'enfouit pas des gros tonnages de paille sur 5 cm ou 7 cm. Pourquoi Parce qu'on va assécher le lit de semence et le contact sol-graine, c'est de mauvaise qualité. Quoi. Donc, ces résidus doivent être bien répartis déjà, hein, le rôle de la moissonneuse-batteuse, quoi, et seront gérés selon le matériel disponible. Quoi. Contrôle des ravageurs et des adventices, c'est l'autre objectif recherché, tel que je vous l'ai dit précédemment. Bon, risque géranium, bah oui, c'est réel. Donc, on connaît maintenant depuis 15 ans comment agronomiquement gérer le géranium. Il ne faut pas travailler et semer à faible vitesse, quoi, avec un semoir à disque, autant que possible. 5 à l'heure maximum. Peu de risque limaces rongeurs, bon, bah, c'est très bien. Et là, on peut faire du semis direct, si on remplit ces conditions. Par contre, si on a des risques limaces rongeurs, eh bien, il va être quand même conseillé de travailler légèrement, superficiellement, déchaumer par exemple. Et ça, une nouvelle fois, je pense que c'est les rongeurs, c'est limaces, ça se gère dans le système, quoi. Hein, effectivement, si on doit arriver avant le colza pour gérer ça, bah, ça complexifie les choses, quoi, et ça va faciliter l'assèchement, voire créer des ruptures de porosité dans les premiers centimètres. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est 3 objectifs majeurs à remplir. Alors, on va faire des tests bêches. Ben, vous voyez, depuis 4-5 ans, avec les agriculteurs, on fait des tests bêches. Ce matin, j'ai eu quelques agriculteurs qui m'ont demandé si on allait le pratiquer cette année. On va le pratiquer en solo, bien entendu, parce qu'on ne va pas réunir 15-20 personnes comme on le fait actuellement. Mais on le pratique, et c'est super utile, quoi. Et c'est pas compliqué et rapide, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans une parcelle de blé, d'orge, ou autre culture, qui va recevoir du colza. On prélève un bloc. Hein, je vais le faire rapidement, là, mais on prélève un bloc, et on observe l'état général du bloc que l'on va poser sur un support. Effectivement, si ce bloc se délite tout de suite, imaginez un sol argilo-calcaire par exemple, vous le posez sur votre support, et il va y avoir plein de supports, il ne va pas y avoir une grosse motte que des petites mottes, quoi. Bon, déjà ça part bien, quoi. Hein, très bien. Par contre, vous êtes dans un limon argileux, il est déjà arrivé que notre support restait intact, que notre bloc restait intact sur le support, quoi. Là, ça mérite toute notre attention. Et ensuite, on va observer l'état interne des mottes. Et là, effectivement, quand on voit une motte de ce type, celle de droite, là, avec le ver de terre, on se dit, on est sûrement bien parti. Alors, en fonction de cet état général des mottes, bien entendu, on va prendre des décisions. Bon, si cet état général est ouvert, c'est-à-dire que notre support s'est bien délité sur notre bloc, pardon, s'est bien délité sur le support, on va regarder l'état interne des mottes, et si cet état interne des mottes est poreux, c'est-à-dire des mottes gamma, eh bien, le non-travail est tout à fait envisageable. On travaille sur 20 à 25 cm de profondeur. Hein. Si notre état est fissuré, mais avec quelques doutes quand même, quelques mottes avec un côté lisse, une fragmentation un peu horizontale, ce qui arrive souvent quand on est sur un historique semi-direct. On va dire que pour notre colza, oui, surtout sur un sol argileux, on va dire oui, bah écoute, oui. Le non-travail est possible, mais il va falloir faire attention pour les cultures suivantes. Si on est dans un sol sablo-limoneux, par exemple, où on peut avoir des reprises en masse superficielles, on peut évidemment faire du semi-direct, mais aussi envisager un travail très superficiel. Par contre, tasser, mode delta, bien sûr, dans la mesure où notre bloc était ouvert, c'est très peu probable. Si on a quelques blocs, c'est-à-dire quelques mottes qui apparaissent de 5, 7, 8 cm de diamètre, quoi, bon, on peut se dire, oui, le non-travail est toujours possible, surtout si on est dans un sol argileux, quoi. Si on se retrouve dans la situation intermédiaire avec des mottes filles, des mottes qui sont un peu douteuses, soit parce que ça a été fragmenté l'année d'avant et que on va se dire, oui, il y a quelques racines qui passent quand même, donc on voit un peu quelques trous de vers de terre, des choses de ce genre, on va dire, oui, certes, on a un peu de doute, mais ça s'améliore. Et on le voit là avec la présence de racines ou la biologie du sol. Et là, effectivement, on peut dire, pour mettre en place notre colza, on va pouvoir s'empêcher de travailler.
et faire du travail du sol, mais on va quand même continuer à surveiller. Par contre, oui, pour l'agriculteur, en plus, celui qui n'a pas de semoir de semis direct, évidemment, on va lui conseiller un travail sur 10 cm, dans la mesure où ces mottes se trouvent dans cet horizon superficiel. Par contre, si on a beaucoup de mottes tassées, imaginons qu'on ait 60-70% de mottes tassées avec des surfaces lisses, très peu de racines, ou des racines qui contournent, peu de porosité, et bien là, on va travailler à la profondeur concernée, c'est-à-dire 0,10 ou 10-20 si nécessaire. Quand le bloc est continu, et là c'est souvent le cas des limons argileux par exemple, quoi, bon, ben, les mottes poreuses elles vont être rares, quoi, donc c'est peu probable. Et de la même chose que le cas d'avant, c'est-à-dire qu'on va travailler et on va adapter le travail, et ça c'est important, à la profondeur nécessaire. Si on a des blocs ou des ruptures de porosité créées par un ancien passage de rotative ou je ne sais quoi, 7-8 cm, eh bien, on va détruire, enfin on va fragmenter cette zone de 7-8 cm, pas la peine d'aller travailler à 15. Il faut savoir que d'une manière générale, en particulier, non. Alors il y a plusieurs types de cas. Dans les sols limono-sableux, souvent les compactions sont assez superficielles. Reprise en masse, surtout après des séquences climatiques compliquées ou des passages mal adaptés. Dans les sols argileux, d'une manière générale, je pense on va prendre des argilo-calcaires par exemple, on a rarement de problème de structure, quoi, parce que ça se remet en place assez fréquemment, ce sont des sols assez stables, mais on peut être obligé de refaire on peut être obligé de faire un petit travail superficiel pour des reprises en masse, surtout après des séquences humides suivies par des grosses séquences sèches avec des fortes températures, comme ça peut arriver régulièrement dans le centre de la France par exemple, quoi. Les limons argileux sont les plus compliqués. Et les limons argileux méritent toute notre attention, je pense. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des compactions à toute profondeur, des compactions créées par les outils, d'émiettement, plutôt, de fragmentation, quoi. Donc il faut bien regarder, je pense. Et aujourd'hui, je dois dire qu'après quand même 15 ans d'expérience de diagnostic dans différentes situations, les situations qui me déçoivent le plus sont les limons argileux, quoi. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir effectivement des colzas qui ont une belle croissance à l'entrée de l'hiver, mais on ne peut pas avoir un diagnostic fiable tant qu'on n'a pas observé l'enracinement. Il est possible d'avoir des colzas d'1,5 kg à l'entrée de l'hiver dans les limons argileux de bonne qualité. Mais si on a un pivot de 7 cm, 8 cm, et ça je vous assure que ça arrive, eh bien on est là on n'est pas du tout au potentiel, quoi. Et on risque d'avoir de grosses surprises au printemps. Donc, il te reste 15 minutes, Gilles. C'est tout? Eh oui. Dépêche. Bon, non mais ça va aller. Alors la prise de décision, maintenant on va travailler avec des arbres de décision, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, mais quand on sort de la parcelle, l'agriculteur il a dit je fais quoi? Bah oui, je fais quoi? Bon, bah allez, on va dire, écoute, ta structure est bonne, c'est le carré vert en dessous, là. Ta structure est de super qualité, on est dans un sol argileux à 25% d'argile par exemple, bah écoute, le non-travail est possible. Si la paille est abondante, délicat, t'as un semoir adapté, avec chasse-paille, etc. Bon, tant mieux, tu peux faire du semis direct. Si tu as un semoir non adapté, ça va être plus délicat. Si tu n'as pas de chasse-paille, par exemple, plus délicat, il va falloir savoir gérer la paille, quoi. Et en plus, si tu as des problèmes de graminées et de rongeurs, eh bien, tu feras du travail superficiel, oui. Alors, précoce, de façon à être prêt à semer. Alors, on dit souvent, il faudrait être prêt à semer fin juillet, quoi. C'est pas pour autant qu'il va falloir semer, mais être prêt à semer fin juillet, autant que possible. Si on a des problèmes de dicote, eh bien, soit on fait un travail superficiel avec le risque de mettre en germination des dicotes, ou alors on a un outil adapté, effectivement, c'est facile. On fait du semis direct ou du strip-till, par exemple, quoi. Quand le travail du sol est préférable ou nécessaire sur 0,20, bon là on n'a plus de problème de paille. Alors plusieurs stratégies, soit on fait, et ça risque d'arriver fréquemment sur du colza, pourquoi le sol est trop fermé sur les 3-4 premiers centimètres, il faut l'ouvrir. Donc un petit passage de disque, et ensuite on fait un travail profond, qui peut nécessiter un émiettement, ça fait 3 passages, c'est embêtant, surtout il va falloir rouler. Ça en fait 4. C'est embêtant, mais tout ça doit se faire très rapidement. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, votre colza doit être prête à semer entre le 25 juillet et le 1er août. Sinon, eh bien, on fait du travail profond. Si le sol est déjà un peu ouvert en surface, on fait du travail profond, puis superficiel si nécessaire, et on rappuie, ce qui peut parfois nécessiter que 2 interventions. Bon, quand c'est 0,10, bon, bah, c'est simple, on fait un travail sur 0,10, quoi. Voilà, c'est pas la situation la plus complexe à gérer. Mais une nouvelle fois, ce travail devra être précoce et rappuyé. Derrière une orge d'hiver, on peut avoir des sols prêts au 5 juillet pour faire du colza, quoi. C'est très bien. Ensuite,
dans les sols non argileux, inférieurs à 20%, 20-22% d'argile, bon, bah écoutez, quand le travail du sol est nécessaire sur 0,20 et qu'on a un risque d'icote majeur, bah si on a un strip-till, on fait du strip-till, on s'en prive pas, quoi. Sinon, on fait un travail superficiel puis profond appuyé. C'est souvent plus simple quand c'est l'argileux quand même, quoi. Hein. Sinon, si on n'a pas de problème de dicote, ben on fait un travail superficiel plus profond, encore plus si on n'a pas de strip-till, quoi. Quand le travail du sol est préférable sur 0,10, bon, bah, tout simplement, on fait du strip-till, mais il n'a pas besoin d'aller à 25 cm, 15 cm suffisent, quoi. Hein. Ou alors, sinon, en absence d'outils, on fait un superficiel plus profond. Et quand le non-travail est possible, on va gérer en fonction de la paille, une nouvelle fois. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure en sol argileux. Donc, si la paille est abondante, hein, eh bien, et qu'on a des risques graminées ravageurs, il sera quand même intéressant de faire un travail superficiel puis profond appuyé. Si on a des problèmes de dicote, on fait du strip-till, on revient au cas précédent, quoi. Et quand la paille est peu abondante, évidemment, on peut se satisfaire soit de travail superficiel, soit de strip-till ou SD équipé. Voilà. Voilà donc, et cette question, elle est essentielle, parce que quand on sort de la parcelle, l'agriculteur, déjà, il est intéressant de lui poser la question quand on rentre de la parcelle, tu as l'intention de faire quoi? Et de reposer la question quand on sort de la parcelle, alors tu vas faire quoi? Et là, évidemment, on va avoir des notions de stratégie, de succession d'outils, de profondeur, de date. Voilà. Donc ça, c'est important, mais il sortira de la parcelle en ayant une idée assez précise des actions à mettre en place et des stratégies à mettre en place. Alors, assurer une croissance continue, bah ouais, c'est essentiel. Hein. Surtout, on dit à l'automne, évidemment, mais tout au long du cycle. Et là, vous avez deux cas de figure. Hein. Vous voyez à gauche une parcelle colza associée, et à droite une parcelle de colza seule. Là, vous voyez, d'un côté, il y a des feuilles rouges, de l'autre côté, il n'y en a pas. Eh bien, c'est peut-être anodin, mais c'est essentiel, quoi. Il faut pas de feuilles rouges. On va avoir des feuilles jaunes, c'est normal, ce sont des feuilles sénescentes qui vont tomber. Mais il ne faut pas que les feuilles vivantes, en état de travailler, de capter donc, du rayonnement, soient rouges. Donc, il faut un sol fertile qui propose des éléments minéraux à la plante, ou alors des apports, tout simplement, soit de matière organique si on en a, soit des apports localisés ou au semis avant le 31 août, ou en plein avant le 31 août, et des précédents légumineuses qui vont être évidemment utiles, et des légumineuses associées qui vont apporter de l'azote, certes au printemps, mais qui vont permettre, par leur qualité de structuration, par la biomasse racinaire, d'aérer le sol, donc de faciliter la minéralisation. Alors, maintenant, quelques résultats. Bon, bah, ça vient du Berry, hein, je regrette, c'est que le Berry, quoi, mais c'est un réseau de parcelles, 55, il me semble, parcelles de colza cette année. Alors, on s'est fixé un objectif. Là, vous voyez, on est le 25 mai. Et on va faire l'état de notre parcelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut le 25 mai? On veut que notre colza ait toujours des feuilles vertes, qu'il ait des tiges vertes, qu'il ait des siliques vertes, saines, et qu'il ait plus de 6000 siliques. Ben, si vous regardez le graphe de gauche, relation biomasse aérienne à G4 et nombre de siliques, eh bien, on s'aperçoit que en abscisse, vous avez la biomasse aérienne AG4, donc 20 mai en gros, quoi, et le nombre de siliques, et on voit que la relation n'est pas si mauvaise que ça, quoi. Elle est même bonne. Vous voyez tous les points bleus, c'est-à-dire que globalement, plus on a de biomasse AG4, donc feuilles vertes, tiges vertes, siliques vertes, plus on va augmenter notre nombre de siliques, sachant que notre nombre de siliques objectif est bien de 6000. 6000, voilà. Et quelques tests où on a apporté de l'azote en floraison, 5 à 10 unités d'azote en floraison, les points oranges, eh bien on s'aperçoit que la relation est encore plus forte et les parcelles un peu plus performantes, puisqu'on arrive dans des sols argilo-calcaires cette année à avoir 7500 siliques. C'était pas arrivé depuis fort longtemps, quoi. Donc là, on peut dire que, vous voyez, quand je vous disais le rôle de l'agriculteur est important, ben oui, s'il a encore un colza de belle biomasse à cette époque-là, avec des feuilles vertes et des feuilles en état de fonctionnement, etc., eh bien, c'est qu'il a super bien travaillé avant, hein, en termes d'implantation, en termes de facilitation de la croissance, tant automnale que de printemps. Maintenant, regardons la relation entre la biomasse à floraison et la relation à la biomasse à G4. Eh bien, regardez les points bleus. Bah, vous allez dire, oh, il n'y a pas tant de relation, ça. Il faut savoir qu'il a plu autour du 18-20 avril, ça a bien arrangé les choses, quoi. Bon, on avait des parcelles qui étaient très bien à floraison, à F2, première silique, puisque là, l'objectif est d'avoir des colzas de 4,5 kg à 5 kg de biomasse verte aérienne, donc la biomasse à F2 étant l'axe des abscisses.
Donc on avait plein de parcelles qui étaient au-delà de 4,5 kg, et c'était plutôt très encourageant. Et on se rend compte que ces parcelles ont nettement progressé pour un certain nombre d'entre elles entre F2 et G4. Certes, bien aidées par la pluie de mi à fin avril, quoi, mais aussi parce qu'une nouvelle fois, elles étaient très bien implantées avec un grand nombre de feuilles. Et on voit des parcelles, effectivement, qui passent de 6 kg, donc 6 000 grammes à floraison, à presque 8 000 grammes à G4. Voilà, c'est évidemment les parcelles qu'on va retrouver avec 7 ou 8 000 siliques, bien entendu. Et on s'aperçoit que quand on met de l'azote, un peu d'azote à floraison, eh bien, je dis 5, c'est 5 à 12 unités également, exactement, eh bien, on permet, et ça c'est depuis plusieurs années, d'augmenter cette biomasse dans une phase où, tant que la silique fait de la croissance, évidemment, elle met du grain dans la silique. Voilà, donc ça c'est une phase importante pour l'expression du potentiel avec déjà ce nombre de siliques. Ensuite, bon, ce réseau Berry, je vous dis, c'est plus de 50-60 parcelles. Vous voyez, c'est un petit état des lieux. Hein. Je vous ai dit, il nous fallait 90% de plants de sène à floraison. Eh bien, vous voyez, vous avez la première ligne, 95% de plants de sène, ça concerne 34 parcelles. 0 traitement charançon et grosse altise à l'automne. Pois vert en octobre, 750 grammes. Pois vert en décembre, 1300 grammes. Pois vert à F2, 4002 à 5002. Pois vert à G4, plus de 6000, plus de 6500 siliques. C'est réussi. Et là, on a de l'argilo-calcaire, du limon argileux, du limon sableux. Ensuite, on va aller à la dernière ligne, où on a 3 situations, on a 4 traitements, grosse altise, charançon, limon en terminal, pourcent de plants de sène, 77%, ce qui est bien, hein. Et c'est très lié aux variétés, là, en particulier. Et évidemment, les variétés à bonne croissance automnale sont bien mieux que les variétés à croissance lente. Pois vert en octobre, 27 grammes, et c'est pas par plante, c'est par mètre carré. Hein. Pois vert en décembre, 200 grammes. Certes, c'est faible, mais c'est déjà un bon enseignement. On a pratiquement multiplié la biomasse par 9 en 2 mois. Pois vert à F2, 3000 grammes. Pois vert à G4, 4000 à 5000. Très bon enseignement encore. Ça veut dire que notre colza, il a bien progressé du 1er avril au 20 mai. Et nombre de siliques de 3005 à 4005. 4005, c'est pas perdu. 3005, c'est compliqué. Voilà. Donc, vous voyez que, eh bien, en fait, le résultat obtenu aujourd'hui est complètement lié à tout ce qu'on a mis en place à l'automne en termes de biomasse. Et on va aller même plus loin, on le verra tout à l'heure. Cette biomasse qui va être importante évidemment pour préserver l'état sanitaire de ces plantes. Là, vous voyez le graphe de gauche, hein, c'est la biomasse du colza par mètre carré au 5 octobre. Et vous voyez la relation avec le taux de plants de sène, grosse altise, charançon du en terminal. Eh bien, dans le contexte de l'année 2019-2020, dès lors qu'au 5 octobre, on avait des colzas à 600 grammes, on était assuré d'avoir 90% de plants de sène. Et sur ces mêmes parcelles, quand on y retourne au mois de décembre, graphe de droite, on s'aperçoit que dès lors qu'on a des colzas d'1 kg, en gros, hein, au 1er octobre, on est assuré d'avoir 90% de plants de sène. Ça, c'est une règle de décision qui fonctionne super bien depuis 6-7 ans maintenant. Depuis 2012 exactement, quoi. On ne s'est jamais planté, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr, on fait un traitement. Parce que bien sûr, dans tout ce lot de parcelles, là, les 2 tiers n'ont pas eu de traitement insecticide à l'automne. On continue, c'est-à-dire on continue. On redescend vers le début de cycle. Et là, quand on regarde le poids frais aérien entre l'entrée de l'hiver et F2, en 2019-2020, eh bien, on s'aperçoit qu'à l'entrée de l'hiver, dès lors qu'on avait des colzas de 1300 grammes, 1400 grammes, 1250, enfin 1300, 1400 à l'entrée de l'hiver, donc l'axe des abscisses, eh bien, on était certain de dépasser les 4000 grammes à floraison. 4000 grammes, c'est le minimum à obtenir, bien entendu. 4005, c'est mieux. Hein, mais on était bien. Et on se dit qu'à 4000 grammes, tout n'est pas perdu, puisque notre colza, on l'a vu, peut encore gagner 30 à 40%, enfin 20 à 30% de biomasse entre la phase F2 et G4. Donc ça, c'était plutôt très encourageant. Hein. Et effectivement, quand on regarde le nombre des la longueur des pivots, hein, qui va être une représentation, certes, moins précise que la biomasse racinaire, mais quand même très utile de l'enracinement du colza, mais on s'aperçoit que, vous voyez, il nous faut les pivots de 15 cm, ce sont toutes les barres vertes. On a quand même une forte proportion de plants qui ont des pivots supérieurs à 15 cm, avec un trait orange qui aurait dû être en vert, d'ailleurs, en sol superficiel. Donc voilà, donc on avait 80% des parcelles qui étaient au potentiel en termes d'enracinement, et un grand nombre de parcelles, au-delà de 1300 grammes, à l'entrée de l'hiver, qui laissait apparaître le fait qu'on avait quand même bien mis en place le potentiel, et ça s'est matérialisé par les biomasses à F2, puis par les biomasses à G4. Croissance automnale,
5 minutes, Gilles, Ouais, parce qu'il y a pour l'instant, je il dois n'y a pas de avoir, questions, donc je te je laisse. dois avoir je dois avoir deux, trois diapos, puis c'est fini. Croissance automnale, à gauche dans les sols superficiels, bien vous voyez, hein, vous avez les dates de levée du colza. Là. Vous voyez, entre le 10 et le 15 août, on avait des colzas à l'entrée de l'hiver, en octobre qui étaient à 1235 grammes, quoi. Génial. Dans les sols superficiels. Et ces colzas ont continué de progresser, puisqu'ils ont gagné 287 grammes entre le mois d'octobre et le mois de décembre, quoi. Vous voyez que les colzas du 17 au 25, qui sont tout aussi performants, on passe de 477 à 1200 grammes. Donc on gagne plus de 700 grammes durant les mois d'octobre et novembre, quoi. Les colzas du 1-4, finalement arrivent presque à être au potentiel. Hein. Donc voilà, ça va. Par contre, les colzas du 25 au 30, évidemment, ils sont très limites. Si on regarde dans les sols profonds, exactement la même chose. Hein. Mais ce qui m'intéresse, là, c'est quand je compare les deux graphes, hein, je me dis qu'on arrive quand même dans des sols argilo-calcaires superficiels à obtenir des colzas de 12 à 1500 grammes à l'entrée de l'hiver, quoi. C'est notre objectif, et donc c'est possible, quoi. Voilà. La date du stade 4 feuilles, bon, vous voyez, hein, stade 4 feuilles qui est un stade essentiel. On avait entre une quinzaine de parcelles avant au plus tard le 20 septembre, 5 parcelles entre le 20 et le 25 septembre, quelques parcelles entre le 1er et le 5 octobre. Et si on regarde le nombre de parcelles, le stade au 4 octobre, qui est une date importante, pourquoi? Parce que l'agriculteur, il a des décisions à prendre, quoi. Est-ce que je fais une intervention contre les altises adultes? Oui, non. Est-ce que mon colza va être capable de supporter des vols de charançon de bourgeon terminal qui commencent à arriver? Oui, non. Eh bien, dès lors qu'il est à B5, B6, B7, il se pose plus trop la question. Et vous voyez aujourd'hui, sur les X agriculteurs présents dans le réseau, il y en a peut-être 2 qui m'ont posé la question, est-ce que je dois faire un insecticide à l'automne? Bon, certains n'ont pas posé la question au traité, mais je vous ai dit, 66% des parcelles n'ont pas reçu d'insecticide, et on est à 90 et plus de plants de sel. Les rendements maintenant, c'est pas les rendements de l'année bien sûr, c'est les rendements de jusqu'en 2017 quand j'avais des comparaisons. Bon, le graphe est intéressant, mais surtout ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est écrit. Depuis 2013, les rendements dans l'Indre et le Cher sont de 28 quintaux en moyenne. Et regardez simplement sur les 159 parcelles où on a des pesées de rendement réalisées avec la moissonneuse d'expérimentation. Dans un contexte où avec les agriculteurs, on s'était dit plus jamais moins de 33 quintaux, on n'y est pas arrivé encore, hein, c'est clair. Mais on s'aperçoit qu'en colza seul, on a 33,7 en moyenne. C'est-à-dire qu'on a notre colza robuste nous permet, par rapport aux moyennes Indre et Cher, de faire plus 5 quintaux. Et quand on fait du colza associé, c'est plus 8. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Et la robustesse est représentée par quoi? C'est que dans 84% des cas, on est bon, quoi. Et ça, c'est intéressant, même quand on met un peu moins d'azote, même quand on met un peu moins d'insecticides ou un peu moins de produits de désherbage. Robustesse. Et la robustesse est liée à quoi? Tout simplement à la date de semis et à la date de levée. Là, vous voyez, levée précoce avec bonne structure de peuplement. Regardez les deux cartes. Notre objectif, c'est d'avoir 4 feuilles, je vous l'ai dit, entre le 20 et le 25 septembre. Eh bien, quand vous avez une levée au 1er septembre, vous vous rendez compte, donc tout ce qui est jaune là, qu'effectivement, on est bien au stade 4 feuilles entre le 20 et le 25 septembre, voire entre le 25 septembre et le 1er octobre dans les régions un peu plus océaniques ou un peu plus nord. Dès lors qu'on a une levée au 10 septembre, eh bien, toute la région à risque, là, entre le violet et le violet bleu, là, eh bien, on est au stade 4 feuilles entre le 1er ou le 10 octobre. Et là, on est dans une situation, évidemment, vraiment très risquée. Et dans cette situation, on ne prendra pas le risque, justement. On fera des interventions avec la réussite que l'on connaît. Les dates de semis, vous voyez, du 1er au 20 août. On n'est pas des adeptes du semis au 1er août, bien entendu, quoi. On est des adeptes de l'anticipation et de l'opportunité, quoi, tout simplement, quoi. Si effectivement, comme depuis 3 ans, quand on annonce de 10 à 20 mm au 8 ou 12 août, on sème avant, quoi. Pas obligatoirement par plaisir, hein. On préférerait semer au 20, quoi. Mais on est opportuniste. Et aujourd'hui, dans le réseau, depuis 2 ans, on a entre 85 et 95% de réussite en termes de levée par rapport aux prévisions, quoi. Donc, ce qui est quand même très intéressant dans des départements où on n'est guère qu'à 20% de la surface. Voilà, donc c'est rapide, je m'excuse, hein, mais j'en ai terminé. Vous avez 2 guides là, qui vous permettent quand même d'approfondir un peu tout ce que je vous ai dit, quoi, c'est-à-dire l'implantation et les colzas associés dont je n'ai pas parlé. Voilà, et maintenant place aux questions et je vous remercie pour votre attention.
Donc, il n'y a pas beaucoup de questions. Vous pouvez toujours en poser, mais j'en ai quelques-unes. Alors, tout d'abord, un complément sur ta diapo 25, Gilles. Tu as parlé de croissance automnale. Est-ce que c'est la croissance automnale sur 2019 ou c'est la moyenne sur plusieurs années? Non, 2019. Diapo 25, là, tout ce que je vous ai présenté depuis la diapo, c'est ça. depuis celle-ci, depuis la diapo 20, concerne 2019-2020. Voilà, donc un complément. Ça, c'est que 2019. Ensuite, est-ce qu'au niveau des insectes à l'automne, il n'y aurait pas une concentration sur les parcelles les plus avancées, qui seraient plus soumises donc aux attaques? Bah écoutez, c'est pas du tout ce qu'on. Vous voyez, cette année, on a vraiment les deux cas extrêmes, hein, puisqu'on a des élevés au 1er août et des élevés au 1er octobre, quoi, en gros, ou 25 septembre. Les populations piégeage sont à peu près identiques, hein, sur ces parcelles-là, quoi. 1er octobre et 25 septembre, sauf que les dégâts sont pas du tout identiques, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une plante qui est incapable de se débrouiller face à ces agressions, alors que l'autre passe sans encombre, on va dire, le fait d'être agressé, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la croissance, elle est en croissance continue, quoi, hein. Et effectivement, on voit des piqûres de larves, quoi, hein. On peut même rencontrer quelques larves, quoi. Mais on n'a pas de plante buissonnante à la fin. Pourquoi? Parce que la plante est toujours dans une situation de croissance, quoi. Toujours. Jusqu'à l'entrée de l'hiver. Et là, ce qui est important, et là, merci l'association, je dirais, merci la fertilité du sol, c'est que notre reprise de végétation est souvent rapide. Bon, 2019-2020, évidemment, elle a été rapide, la reprise. Mais je pense à 2017-2018, par exemple, où on a vraiment eu des gelées un peu tardives, du 18-19 également. Eh bien, dans les situations de colza bien vert, bon, je pourrais parler de teneur en azote parce que j'ai les chiffres, hein, eh bien, ou d'INN, eh bien, les parcelles qui avaient le meilleur comportement en termes de statut azoté sont évidemment en lien avec la variété, toujours, parce que la variété est bien sûr essentielle, hein. Variété vigoureuse, variété à croissance régulière, parce que, j'en parlerai après de ça d'ailleurs, variété vigoureuse à croissance régulière, eh bien, dans ces cas-là, on passe globalement sans encombre le fait qu'on ait des agressions et aussi le fait qu'on ait des excès climatiques qui nous pénalisent, quoi. Alors ensuite, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est la régularité de la croissance et la cinétique de croissance, et non pas l'accumulation de biomasse à un moment précis. Notre objectif, c'est pas de faire des monstres, hein, ou des colzas de 4 kilos qui poussent plus, quoi. Notre objectif, c'est de faire des colzas qui poussent tout le temps. En gros, voilà, c'est ça, qui ont toujours une cinétique de croissance en lien avec les séquences climatiques, mais des cinétiques de croissance et un statut azoté qui leur permet, après une séquence climatique défavorable, de repartir vite. Donc ça, cinétique, statut azoté, choix variétal, bien entendu. Alors, j'ai deux questions concernant l'azote à F2, justement. Quelle règle de décision pour faire un apport d'azote à F2 et doit-on déduire de la dose totale prévisionnelle, cet apport? Oui, je réponds à la deuxième, elle est plus simple. On déduit, oui, effectivement, on garde 5 à 10 unités, mais bon, c'est une phase de test, hein, ça encore, voilà, je vous le présente parce que j'ai dépouillé les résultats ce matin, quoi. Donc, je me dis c'est intéressant d'en parler quand même, parce que c'est une voie de progrès, je pense. Donc, notre objectif, c'est de garder de la feuille verte, de la tige verte le plus longtemps possible, hein. On sait comment fonctionne la fin de cycle, les phases d'autotrophie et d'hétérotrophie de la silique. Sachant que des siliques, entre la première et la dernière, il se passe 3 semaines pratiquement, hein. C'est-à-dire que si on veut faciliter également un bon comportement de la dernière silique, il faut qu'on ait des feuilles vertes assez longtemps quand même, une tige verte assez longtemps qui travaille bien, quoi. Voilà, donc cet azote, les tests azote vont tout à fait dans ce sens-là, quoi. C'est faire en sorte que la plante puisse conserver une capacité de photosynthèse la plus longue possible. Voilà. Donc on déduit. Alors quelle règle de décision? Honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que je pourrais en avoir si j'avais des INN en temps réel. Là aujourd'hui, j'ai fait des INN sur à la floraison du colza à F2. Bon, évidemment, j'ai eu les valeurs 3 semaines après, quoi. C'est-à-dire, il y a longtemps que mon apport d'azote était décidé, quoi.
Voilà, donc et il est vrai que si j'avais un INN de 1 par exemple à F2, je pense que cet apport ne serait pas nécessaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'avoir la valeur rapidement, quoi, tout simplement. Et ça pourrait être effectivement une règle de décision. Tout à fait. Si j'ai un INN de 0,5 comme on l'avait en 2017-2018, et croyez-moi que en 2017-2018 c'était fréquent, parce qu'on avait 0,5, 0,6 très souvent. Ben, j'aurais amené de l'azote en floraison, sauf que je ne savais pas où je l'ai su au 15 mai, quoi. Voilà. Ok, une question irrigation. Irrigation avant début septembre, oui ou non? Oui, bah oui. Tout ce qui facilite la levée n'est pas à négliger, quoi, hein, évidemment. D'accord. Un colza après pomme de terre peut-il fonctionner si on a une récolte précoce et en bonne condition? Ben, écoutez, si c'est les pommes de terre primeurs, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pommes de terre primeurs, bon, il n'y en a pas partout les pommes de terre primeurs, mais pommes de terre primeurs en Normandie, par exemple, il n'y a aucune raison de ne pas faire du colza derrière si vous récoltez vos pommes de terre au 10 août, quoi. Absolument. Bien sûr, si la récolte est plus tardive, ça devient plus délicat. Vous voyez, je pense qu'en termes de date de levée, donc de date de semis, mais on va plutôt parler de date de levée parce qu'on a des seuils là, quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut semer au 25 août, si ça lève le 28 ou le 29, et c'est possible de faire lever du colza en 3-4 jours. Ok, pas de problème, hein, pas de problème, quoi. Par contre, même dans les régions océaniques, semer au 10 septembre, 10-15 septembre, ça peut marcher, mais évidemment, on rentre dans une démarche à risque. Voilà, mais ça peut marcher, c'est clair, quoi. Mais c'est une démarche à risque. Dans l'état actuel de la protection qui nous est proposée. D'autres questions. Peut-on utiliser l'INN ou autre mesure à l'automne pour suivre l'état nutritionnel azoté et corriger si besoin par un apport? Bah, écoutez, oui. Bon, je vais pas vous dire non, je le fais. Hein. Donc, évidemment, les INN à l'entrée de l'hiver sont super utiles, quoi. Bon, vous savez que l'INN, la valeur optimale, c'est 1, entre 0,8 et 1. Là, je parle de 1 pour tout le temps, quoi. À la floraison, entre 0,8 et 1, c'est bien. À l'entrée de l'hiver, entre 0,6 et 0,8, c'est bien, c'est également bien, quoi, hein, parce que on a quand même des feuilles qui sont en phase de sénescence, des jeunes feuilles qui sont pas trop développées, qui représentent une faible proportion de la biomasse, donc de la quantité d'azote, quoi. Voilà, donc c'est bien, oui, c'est très bien de suivre l'INN. Après, comment on va piloter? Eh bien, effectivement, dans la mesure de la législation, je pense, hein, eh bien, on va être plus ou moins précoce pour le premier apport d'azote selon cet état de nutrition azotée, quoi. C'est-à-dire qu'imaginez que j'ai un colza à 0,4 au mois de décembre, eh bien, je pense que si j'en ai la possibilité, dès lors que c'est autorisé de mettre de l'azote, je vais le faire, quoi. Ça c'est clair, quoi. Enfin, au mois de février, quoi. Bien sûr. Ouais. Une dernière question pour le moment. A-t-on testé l'intérêt des régulateurs à l'automne pour éviter des colzas monstrueux avant hiver et favoriser le pivot? Bah déjà, on a fait beaucoup de mesures il y a longtemps, hein, c'est pas récent ça, tout ça. On a fait beaucoup de mesures sur l'impact du régulateur sur la croissance racinaire. Bah, ce qui fait la croissance racinaire, à mon avis, c'est la qualité structurelle du sol. Hein. On n'a jamais eu de résultat, de valeur, d'écart significatif, régulateur ou pas, sur la croissance racinaire. Jamais. Tant en termes de biomasse racinaire que de longueur de pivot. À l'inverse du colza associé, qui ne facilite pas la biomasse racinaire, mais qui facilite la longueur de pivot. C'est tout simplement de la concurrence. Donc, oui, c'était ça. Alors, c'était quoi le début de la question? Je m'en souviens plus. C'était, a-t-on testé l'intérêt des régulateurs à l'automne pour éviter les colzas monstrueux? Bah déjà, si on teste, on n'hésite pas à faire un régulateur dès lors qu'on est dans une situation de précocité, sur un peuplement important et une variété sensible, qui risque d'élonguer déjà, quoi. Pour moi, la première prise de décision, elle est là, quoi. Hein. Donc, ce qui veut dire que quand on est en semis précoce, le choix variétal est déterminant. Hein, il doit être judicieux. La densité est déterminante. Il est hors de question d'avoir des surdensités, sinon, évidemment, on va avoir des élongations. Alors, faire un régulateur pour limiter de la croissance, bon, alors,
ça m'embête un peu d'aller dans cette stratégie-là, quoi. On va faire mettre de l'azote pour faire de la croissance, on va faire mettre un régulateur pour limiter la croissance. Bon, ça m'embête un petit peu quand même, quoi. À moins qu'on soit dans des situations de fumure organique, où là, effectivement, il faut mettre de la fumure organique sur le colza si on en a. Et là, j'admets qu'on puisse faire un régulateur pour limiter un peu cette croissance, quoi. Hein. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le colza doit fabriquer 75% de sa biomasse aérienne au printemps. Hein. Il faut savoir que les feuilles qui sont fabriquées à partir de la vernalisation jusqu'à la fin sont les feuilles qui durent longtemps, 900-950 degrés jour. Les feuilles précoces avant vernalisation, durent 450 degrés jour, voire 500, 550, mais pas plus, quoi. Donc, il nous faut de la surface foliaire abondante, enfin, pas abondante, tout au moins efficace, jusqu'à G4 au moins, quoi, au moins. Voilà. Donc, à moins qu'on ait de la fumure organique, faire de la biomasse aérienne excessive à l'automne, j'en vois pas trop l'intérêt. Moi, je veux plutôt de la cinétique, quoi, de croissance, quoi. Voilà, c'est ça. Après, bah, évidemment, si on a des craintes en lien avec le choix variétal, la densité, etc., je ne déconseille pas de faire un régulateur, bien entendu, quoi. Mais à la bonne date, quoi, hein, au bon stade. Il y a une petite dernière question qui est arrivée là. Vous avez parlé de disponibilité d'azote à l'implantation. Avez-vous des préconisations en termes d'apport d'azote en fonction des directives nitrates par région? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où on peut faire de l'azote en localisé, donc dans la ligne de semis. NP, je conseille du phosphore aussi, bien entendu. Hein. Ça sans retenue, quand on peut. Et ensuite, en fonction de la législation, en fonction du type de sol, également, quoi, en fonction du précédent, hein, eh bien, oui, moi je conseille d'apporter de l'azote. Évidemment, si on a des reliquats importants, quand on fait du colza derrière un blé dur qui fait 55 quintaux et qu'on a mis 240 unités d'azote sur le blé dur, l'apport d'azote n'est pas spécialement judicieux, quoi. Hein. Mais derrière une orge d'hiver à 85 quintaux et 140 unités d'azote, oui, je pense qu'il peut être judicieux si on est dans un sol argilo-calcaire superficiel que l'on a travaillé en laissant les pailles. Bien sûr qu'il est judicieux, sachant que les pailles vont bouffer une vingtaine d'unités d'azote, quoi. Bien sûr. Donc c'est totalement adapté au contexte, hein, totalement, quoi. Et à la loi, bien entendu, quoi. À la législation. Très bien. Bon, donc on arrive au bout des questions. Et d'ailleurs, l'horaire est arrivé également. Donc, oui. En termes d'horaire, ça a été? Oui, très bien. Ouais. Donc, pour les participants, nous allons vous envoyer donc le diaporama, également un lien sur l'enregistrement qui a été fait, si vous souhaitez, et un petit questionnaire de satisfaction, bien sûr, pour qu'on puisse, puisque nous débutons les jeudis de TI que de cette année, donc on a besoin de savoir un petit peu votre avis sur ce format. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et effectivement, bon après-midi.